Bonjour. Alors, je vais vous présenter les uns les autres. Juste à côté de moi, nous avons Alexandre Notin. Vous êtes directeur du digital de Franprix. Et avec vous, on va parler de votre relation client connectée. Juste derrière vous, il y a Elia Asson. Vous êtes directrice générale du groupe Etam, en charge du digital, mais également Chief Data et Digital Officer. Et vous, on va parler avec vous du live shopping. Et ensuite, un peu plus loin, nous avons Louise Elino-Bleu. Vous êtes directrice du digital également, mais de Yves Rocher. Et vous, on va discuter justement de la mise en place d'un panel pour s'intéresser à la considération client. Mais on va commencer avec vous, Alexandre. Vous êtes donc directeur du digital chez Franprix. Juste rappelez-nous votre périmètre d'action. Alors déjà, merci de m'accueillir au sein du Hub Forum pour cette première intervention. Alors je suis ravi de partager toutes ces expériences entre nous, entre enseignes. Alors sur le sujet du digital, en fait, je pense qu'on a plus ou moins tous un peu les mêmes fonctions, donc e-commerce, transformation digitale, data, etc. Chez Franprix, ça se matérialise à travers finalement une action qui court depuis 4 ans et demi, dont le but en fait est vraiment d'être capable de réfléchir à comment on s'adapte à un contexte client qui va changer avec le e-commerce, avec le digital, et aussi avec un des gros enjeux qui a catalysé toute notre action, c'est l'arrivée d'Amazon Prime Now à Paris. Et donc voilà, ça a été un de nos enjeux clés, avec une enseigne qui a 900 magasins, 90% du chiffre d'affaires en Ile-de-France, et donc comment on s'adapte à ce contexte pour faire face à tous ces enjeux du digital. Alors, il y a un des enjeux, enfin justement une de vos ambitions, c'est de devenir un leader, un champion du e-commerce de proximité. Justement, on parlait d'Amazon Prime, ça a un rapport. Alors, c'est quelque chose que vous avez démarré il y a plusieurs années, puisqu'Amazon Prime existe aussi depuis plusieurs années. Alors, rappelez-nous quelles ont été les grandes étapes et qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Alors, en fait, effectivement, cette réflexion, elle a démarré il y a 4 ans et demi, 5 ans même. L'enjeu, c'était effectivement de voir comment on s'adapte à ce contexte et surtout quels sont les clés, les facteurs clés de succès pour Franprix, puisque à part ce maillage magasin qui est très important, on avait finalement beaucoup de risques. Et donc on a décidé de faire de cet enjeu finalement une force en travaillant sur notre base de magasins pour être capable de proposer des services de e-commerce. Donc, ce qui veut dire que finalement, on a commencé par construire une stratégie autour de nos process de préparation de commandes en magasin, adossée à des marketplaces comme Cdiscount, comme Just Eat et bien d'autres, pour être capable d'apprendre à préparer des commandes dans nos magasins. Une fois qu'on a appris cette chose-là, qui est assez importante, puisque c'est, on va dire, au moins la moitié de l'expérience client, être capable de livrer aussi rapidement en moins de 40 minutes. Ensuite, on a aussi regardé comment est-ce qu'on crée une vraie stratégie autour du digital, c'est-à-dire comment on développe notre propre application mobile qui a été lancée en 2017. On a ensuite construit notre propre back-office digital, donc pour être capable de gérer de l'omnicanal, de réfléchir client en 2018, en 8 mois. Et ensuite, d'autres choses qui ont suivi, comme la refonte de notre programme de fidélité pour le rendre beaucoup plus adhérent à l'ADN de la marque. Alors on va y revenir, mais justement, cette anticipation, ça vous a permis d'être efficace pendant le Covid, du coup? Alors, effectivement, puisque dans les étapes, on a aussi eu, on va dire, un peu de chance. On a lancé notre site e-commerce en janvier 2020, concours de circonstances qui nous a permis, en fait, déjà d'avoir effectivement, avec le confinement, un énorme stress test, savoir si notre stratégie était la bonne. Et heureusement, elle a été validée puisqu'on a pu atteindre des chiffres de trafic x10 sans avoir de bugs, sans avoir de soucis. Et surtout accompagner nos clients qui étaient dans l'attente de se faire livrer quotidiennement. Oui. Et du coup, fort de l'expérience sur l'opérationnel, on a aussi décidé de changer le braquet pour s'adapter aux besoins des clients. C'est-à-dire que beaucoup d'enseignes avaient des créneaux qui étaient pleins sur 7 jours. Nous, on a décidé justement de prendre un parti pris inverse, c'est-à-dire d'ouvrir quotidiennement notre service dès 9h. Et alors, premier jour, on a ouvert une demi-heure, deuxième jour, on a ouvert 1 heure, etc. Et on a pu aussi déployer 40 magasins préparateurs de commandes à distance en 2 semaines. Donc ça a été une véritable transformation, un peu dans l'urgence aussi, parce que ça a été comme dit, un stress test et même un crash test. Alors vous avez parlé justement de cette fameuse application
de fidélité. C'est Bibi, je crois, elle s'appelle. Alors, l'appli s'appelle Franprix. Effectivement, à l'intérieur, on embarque à la fois du e-commerce et Bibi, qui est notre programme de fidélité, qu'on a refondu en 2019 et qui est basé finalement sur un nouveau postulat. C'est-à-dire qu'on avait un programme de fidélité vieillissant qui était très inadapté pour les clients et plutôt semblable à ce qu'on peut voir sur des hypermarchés finalement. Et l'enjeu, on est sur une enseigne de proximité, donc avec des petits paniers, mais des grosses fréquences de visite. Si je fais un parallèle, vous pouvez prendre Starbucks, par exemple, vous allez fréquemment faire des petits achats, mais très souvent. Et nous, on est dans ce même paradigme, et il fallait du coup adapter notre programme de fidélité à cette fréquence de visite de nos clients. Donc Bibi nous a permis en fait de réfléchir différemment aux clients. De proposer aussi de la personnalisation. Donc les promotions sont personnalisées dans Bibi et on offre aussi des services avec des offres partenaires que vous pouvez utiliser grâce à la cagnotte de vos achats pour acheter un coupon de réduction sur une enseigne tierce dans la mode, le transport ou autre. Voilà. D'accord, donc en plus, non seulement ça fidélise, mais en plus ça donne de l'argent, ça donne envie de racheter, un petit cercle vertueux. Mais Exactement. Vous parliez d'un deuxième volet dans cette application qui est un volet commerce, un volet paiement cette fois. Alors, il ne s'agit pas tout à fait d'un wallet, simplement qu'avec le contexte effectivement sanitaire, on a été amené à réfléchir à comment donner aussi encore plus d'ampleur à ce programme de fidélité, et notamment on a décidé de l'enrichir d'une fonctionnalité en voyant le comportement d'achat aussi des clients qui changeaient dans nos magasins et évidemment cette crainte de toucher un TPE ou autre. Donc l'enjeu c'était vraiment de se dire qu'est-ce que je peux apporter comme service en plus avec une carte de fidélité qui est aussi finalement un moyen de paiement, parce que quand vous avez une cagnotte, vous l'utilisez, c'est un moyen de paiement. Bien sûr. Voilà. Et donc on a décidé d'enrichir d'une fonctionnalité qui s'appelle le rechargement. J'ai cité Starbucks, l'idée vient aussi de là. Quand vous allez chez Starbucks, vous pouvez utiliser l'application mobile et avec du rechargement pour enrichir votre compte avec une carte bleue. Et là, de la même manière, vous pouvez utiliser uniquement Bibi en magasin pour payer à 100% vos achats en magasin. Avec une partie qui est très rassurante aussi, parce que justement, on a une relation un peu exclusive, d'où l'importance de cette fameuse relation client. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques enseignements justement de cette période Covid ? Alors, déjà, oui, le sujet de l'adaptation, alors je l'ai évoqué à travers le fonctionnement qu'on a eu sur nos créneaux, qui était une nécessité. Alors, on est passé finalement d'un besoin de précision sur la livraison à un besoin d'immédiateté. C'est-à-dire se faire livrer le jour même et quoi qu'il arrive, de toute façon tout le monde était quasiment tout le monde était chez soi, donc on avait le temps d'attendre une commande. Le deuxième aspect qui était important, c'est la capacité aussi à changer ses priorités. Là, vraiment, rapidité, agilité, c'était des maîtres mots. C'était des délits quotidiens entre équipes, des nouveaux modes de fonctionnement qu'on a encore gardés aujourd'hui d'ailleurs pour pas mal d'entre eux, puisque c'est ce qui nous sert aussi à garder un rythme assez important. On essaie d'être un peu moins soutenu que pendant cette période, bien évidemment. Tout le monde sur la pointe des pieds tout le temps. C'est ça. Et donc là, on essaie de retrouver un peu de souffle. Mais donc ça nous a aussi permis d'apprendre du client, puisqu'on a fait des enquêtes de satisfaction de nos clients pour se dire qu'est-ce qu'ils ont, pour leur dire aussi, voilà comment on a fonctionné pendant cette période. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore ? On a fait beaucoup de recrutement, donc le but c'est aussi de les fidéliser. Et puis, on a eu un panier qui a bien monté et on garde des bons acquis grâce à cette période, si je puis dire. S'il y a eu des côtés bénéfiques, autant le garder, évidemment. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, on continue à travailler aussi en fonction de ces priorités qui ont été édictées par les clients qu'on a interrogés sur cette période de confinement. Donc, on voit l'importance de la fameuse transformation digitale dont on parle, parce que ça permet d'être prêt parfois à des périodes que personne n'a vu venir et justement d'être capable de réagir parce que ça nous apporte cette fameuse agilité et ça permet de construire pour le plus dur. Merci énormément pour toutes ces informations que vous venez partager avec nous. Louise Elino Bleu. Yves Rocher. Alors Yves Rocher, on connaît les magasins, mais comme j'ai la directrice du digital en face de moi, vous allez nous parler quand même un peu de la partie qu'on ne connaît pas forcément, la partie online d'Yves Rocher. Expliquez-nous justement toute la partie digitale en quelques chiffres de Yves Rocher. Ça correspond à quoi ? Alors déjà, Yves Rocher, c'est une marque
pionnière, hein, créatrice de la cosmétique végétale en 1959, à une époque où la mode était plutôt à la chimie, qui s'est développée initialement par de la vente à distance, donc vraiment là aussi un pionnière dans la vente à distance. Et puis assez rapidement, Monsieur Rocher a eu envie de rencontrer ses clientes et donc a créé des magasins. Et donc Yves Rocher en France aujourd'hui, c'est quand même avant tout un réseau d'un peu moins de 700 boutiques. Qui ont quasiment tout un soin, enfin qui proposent quasiment toutes des soins instituts avec des cabines de soins dans les boutiques. Donc c'est des lieux vraiment d'expérience. Expérience, oui, c'est pas juste des corners ou bien des linéaires. Non, ce sont vraiment des boutiques avec 6000 conseillères hein, partout en France qui sont là pour accompagner les clientes et les soigner dans nos centres de beauté. Donc c'est vraiment une marque retail aujourd'hui en premier lieu, avec un digital, j'ai envie de dire, plutôt que le e-commerce en premier lieu, un digital qui est là pour booster la visibilité de la marque, permettre de nous engager avec les consommatrices, et puis un e-commerce qui est un service pour les consommatrices qui souhaitent en bénéficier. Alors vous avez bien fait de rappeler votre historique dans la vente par correspondance. Alors on se dit vente par correspondance, aller sur le digital, ça paraît complètement logique, quoiqu'on se souvient que d'autres spécialistes de la vente correspondance ont du mal à basculer. Mais Yves Rocher a été élu en 2019 le site préféré des Français, tous secteurs confondus, sur la base d'un sondage de la FEBAD. Alors comment vous expliquez ça ? Parce que ce n'est pas évident forcément de passer de la vente par correspondance ou de la vente en magasin avec quelqu'un qui est une référence peut-être sur les sites web. Alors Yves Rocher est régulièrement élu enseigne préférée, entreprise préférée des Français, donc c'était pas question qu'en digital on soit pas à la hauteur de cette réputation évidemment. Et c'est vrai que ce prix c'est une vraie fierté parce que comme vous l'avez dit c'est un prix qui est basé sur un panel d'internautes, oui, donc c'est vraiment les consommateurs qui votent, hein, c'est pas un prix professionnel, voilà, donc c'est vraiment une grande fierté. Et puis c'est aussi un grand défi parce qu'une fois qu'on est promis, il faut le rester. Et donc c'est beaucoup de travail derrière, avec un engagement très très fort de l'entreprise Yves Rocher pour accélérer sa transformation digitale. Alors ça passe par un site internet sur lequel on investit énormément. Donnez-nous un truc concret, parce que tout le monde a un site, mais ce n'est pas le site préféré des Français. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez vous ? Alors je ne sais pas si vous avez vu le buzz qu'on a eu. Moi c'est de la triche, moi. Non, mais le buzz qu'on a eu sur Twitter avec une petite phrase qui avait été postée un jour par un internaute qui était très drôle et en même temps tellement vrai, qui disait deux personnes au monde n'oublieront jamais ton anniversaire, c'est ta mère et Yves Rocher. Ça place vraiment l'attente et la relation que les femmes en particulier ont avec Yves Rocher. C'est une histoire souvent dans les familles qui se transmet de mère en fille. Et donc, ce qu'on travaille aussi en digital chez Yves Rocher, c'est cette relation de proximité, cette hyper-personnalisation dans la relation avec nos clientes. Et voilà, c'est vraiment des sujets qu'on travaille beaucoup avec de la personnalisation de recommandations produits, de contenu, vraiment pour accompagner nos clientes le plus possible en one-to-one, qu'elles retrouvent le plus possible sur Internet cet accompagnement dont elles bénéficient aussi en magasin. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Comment on jongle avec les deux, le site et le magasin ? On parlait d'hyper-personnalisation. Je n'imagine pas qu'on puisse reproduire l'expérience magasin sur un site web. C'est forcément des choses un petit peu différentes. Comment vous gérez justement cet équilibre entre les deux, ce qui se passe en ligne et ce qui se passe en magasin ? Comment vous faites ? Alors, ce qu'on travaille, c'est vraiment la notion de complémentarité. C'est vraiment un sujet chez nous qui est clé et c'est comme ça qu'on réfléchit nos stratégies. Je l'ai dit tout à l'heure, on est avant tout une marque de retail. L'expérience de la marque, elle se fait principalement en magasin, parce que c'est une expérience très sensorielle des produits de beauté. On vient en magasin pour se faire conseiller par une conseillère de beauté qui vous accueille, qui vous conseille, qui vous fait des diagnostics, qui vous fait tester des produits. C'est important de tester les produits sur la peau, de les sentir. Et on bénéficie aussi en magasin d'un soin. Donc ça, c'est vraiment cette expérience-là de la marque. En digital, on travaille vraiment la complémentarité. Donc, tout ce qu'on n'a pas le temps, peut-être, ou l'espace pour l'exposer en magasin, on essaye de le travailler en digital. Ça va être travailler l'engagement cliente, leur montrer toutes les coulisses de la marque, tout ce qu'on fait, comment on produit les produits, qu'est-ce qu'il y a dedans, leur montrer notre village d'origine dans le Morbihan, qui est le village de la Gacilly, où on a des champs, plus de 55 hectares de champs bio, où on cultive les plantes, où il y a tous les ateliers qui préparent les produits, etc. Donc,
Le digital, c'est vraiment un espace et un champ de visibilité pour la marque et d'engagement client et de leur révéler toutes nos coulisses. Donc ça, c'est un premier pan de complémentarité par rapport au magasin. Et puis après, il y a ce service e-commerce qui est proposé à la cliente qui n'a pas le temps d'aller en magasin, qui veut se faire livrer rapidement dans la semaine, qui veut offrir un cadeau à un tiers et qui veut le faire expédier. Donc le site est là pour ça. Donc c'est vraiment toujours dans cette logique de complémentarité qu'on le travaille. C'est d'autant plus important de comprendre ça qu'on est un réseau de magasins qui est à 95% constitué de partenaires indépendants, qui sont soit des franchisés, soit des gérances. Donc ça nous anime aussi de se poser en complémentarité entre le digital et les magasins. Justement, vous avez parlé d'un réseau de 2500 boutiques. Alors 680 en France. Oh, 600, et après, en France. On va parler de façon globale. Vous ne faites pas de click and collect. Pourquoi ? Bonne question. Dans cette logique de complémentarité, on essaye vraiment de travailler, nous, sur qu'est-ce qui compte pour les clients et quel est le besoin complémentaire et l'usage complémentaire qu'on va pouvoir servir grâce au digital. Ça nous amène toujours à se dire, en magasin, le magasin il est là pour conseiller les clientes, les accueillir. On est des magasins qui sont petits, qui sont des magasins de flux. Donc c'est vraiment important que tout ce qu'on fait puisse non pas nuire à l'expérience client en magasin, mais venir l'enrichir. Donc un bon exemple d'un service ultra utile, c'est la réservation de soins d'institut. Je pense qu'on a été une des premières marques à proposer ce service il y a fort longtemps maintenant. C'est quasiment un rendez-vous sur 2 aujourd'hui qui est pris à travers le digital. Et ça, c'est vraiment c'est super parce que c'est génial pour la cliente qui peut réserver son soin quand elle veut le soir, le week-end, quand elle y pense. Et en général, c'est pas sur les horaires d'ouverture forcément. Pas d'attente. Voilà. Et ça, c'est un vrai insight de femme. Et puis pour les magasins, ça leur retire une part de ce travail qui apporte pas forcément de grande valeur ajoutée. Donc ça, la réservation d'un soin d'institut online, ça, c'est un exemple parfait d'une complémentarité et vraiment utile pour tout le monde. Le click and collect, c'est différent. Nous, on a des magasins qui ont tout l'assortiment, globalement tout l'assortiment des produits. Et si on fait bien notre boulot, les produits sont systématiquement en stock en magasin. Donc, il n'y a pas de notion de complémentarité d'assortiment entre le e-commerce et les magasins. Le e-commerce et les magasins ont le même assortiment de produits. Après, l'autre insight qui peut driver une enseigne à proposer du click and collect, c'est d'être en mesure de proposer un service à une cliente qui n'a pas le temps le samedi et qui veut arriver dans le magasin, prendre son produit et partir. Et là, c'est ce qu'évoquait Alexandre, il faut avoir cette capacité à avoir une préparation de commande en magasin. Ça veut dire de l'espace. Nous, on est plutôt sur des formats de petites boutiques. Ça veut dire mobiliser aussi du personnel à ça. Et je l'ai dit, le conseil pour nous, c'est vraiment là où on veut mobiliser nos conseillères de beauté. Donc aujourd'hui, on n'a pas trouvé de format qui fonctionne et qui permette de proposer un service qui soit vraiment pertinent pour cette cliente qui serait ultra pressée. Par contre, elle a un site internet où elle peut commander, recevoir en 48 heures et à 95%, c'est livré dans sa boîte aux lettres. Donc il n'y a pas tellement de problématiques. Oui, réservation en ligne et puis ensuite, après, elle va prendre le produit. Oui, mais pour ça, il faut être en mesure de le préparer, de lui faire une caisse fast track, etc. Donc je dis, c'est des sujets qu'on regarde. On reste fortement à l'écoute de nos clientes sur ces sujets parce que voilà, les insights et les besoins peuvent bouger. Mais clairement, jusqu'à présent, ça a été un choix de ne pas faire comme tout le monde, mais pour rester vraiment fidèle à notre modèle. Oui, donc c'est vraiment ça, jouer la complémentarité au maximum entre les deux types de canaux, jouer sur leurs forces, et apparemment ça marche plutôt bien, puisque vous avez été primé plusieurs fois sur la qualité de votre site web et la qualité de votre expérience en magasin également. Oui, absolument. Ouais. Oui. Merci beaucoup. On passe du côté d'Ethan cette fois. On a vu les courses de tous les jours, la beauté, le prendre soin de soi, et il y a aussi le bien paraître, mettre des habits, être joli pour les gens qui nous regardent. Et justement, vous prenez énormément l'omnicanalité. Je me souviens l'année dernière sur le fameux Hub Forum, on avait eu Laurent Melchior qui était justement avait mis toute une belle rétrospective de ce que vous faites en matière d'omnicanalité. Alors depuis justement, on peut faire un bilan. Il y a eu le Covid. Quel était l'impact d'abord? Et puis, est-ce qu'il y a eu un effet Covid? Et qu'est-ce que ça a pu changer, améliorer? Ou qu'est-ce qu'on a été obligé de modifier sur cette fameuse stratégie?
Donc, déjà, le groupe Etam, c'est ce qui se voit, mais aussi ce qui ne se voit pas, parce que beaucoup de lingerie, enfin principalement de la lingerie. C'est ce qu'on préfère, la lingerie, mais il y a d'autres choses, il y a beaucoup d'autres choses. Oui, oui. Donc, il y a lingerie et fashion lifestyle. Dans les marques, pour rappeler, il y a donc Etam, Undies, Maison 123 sur la partie vêtements, et puis il y a aussi Livy, très belle marque de sous-vêtements, et Isée aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça couvre 5 marques pour le groupe Etam. Et le groupe Etam a toujours été extrêmement innovant et avant-gardiste sur le sujet du digital et de l'omnicanal. Et en tous les cas, une approche très digitalisée de l'omnicanal en mettant à disposition beaucoup d'outils dont on parlera, ou en tous les cas de services digitaux au service des clientes dans les magasins. Donc, le Covid a accéléré, enfin, le post-confinement et la fermeture des magasins, qui reste le pilier ultra majoritaire du chiffre d'affaires du groupe, sachant que le groupe, c'est un groupe français, mais aussi international. Le confinement a amené à accélérer, à se poser des questions sur, fondamentalement, qu'est-ce qu'apprécient les clientes dans leur expérience retail et comment on va les mettre à disposition et comment on va réhumaniser notre expérience digitale. Donc ça, c'était, on va dire, toutes les questions qu'on se posait pendant le confinement et qui, en fait, emmènent un mouvement post-confinement qui, quelque part, suit quand même aussi beaucoup les tendances de ce qu'on va voir sur le e-commerce en Chine et aussi aux États-Unis. Donc, clairement, on va travailler sur toute l'humanisation de l'expérience digitale et ça passe énormément par tous les sujets de tout ce qui est vidéo, de tout ce qui est personnalisation, etc. De l'expérience digitale, ça paraît comme ça des gros mots, parce qu'on se dit on est sur un site web, c'est froid, etc. Mais non, vous parlez de vidéo. Oui. Détaillez ça, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc là, on en est au début, on va dire, quelque part, de cette humanisation. Donc les premiers briques, c'est forcément la personnalisation. Donc la personnalisation de quand vous allez arriver sur le site Internet, ou quand moi je vais venir, ou quand c'est ma grand-mère, ou quand c'est quelqu'un d'autre, ou quand je vais recevoir des emails. Donc ça, c'est vraiment quelque chose il y a une accélération nécessaire. Voilà, mais ça, on va dire, c'est la première partie peut-être de personnalisation. Mais au-delà de ça, l'humanisation, donc dans les initiatives concrètes qu'on a mis en place, tout début du confinement, on a proposé à nos hôtesses de vente, qui sont les meilleures ambassadrices de la marque, sur certains produits emblématiques de la marque, du type les sous-vêtements qui s'appellent Chéri Chéri, etc., de prendre la parole et d'expliquer pourquoi est-ce que ce produit plaisait, en quoi c'était un produit qu'elles aimaient, comment le porter, etc. Et en fait, on a fait un appel à nos hôtesses de vente en disant voilà, qui a envie de faire des vidéos pour exprimer, et on a reçu pas loin d'une centaine de vidéos spontanées comme ça, certaines qu'on a sélectionnées et qu'on a mises sur les fiches produits. Donc il y a certaines fiches produits de catégorie où vous allez retrouver des vendeuses qui ont pris des hôtesses de vente qui ont pris la parole et pour exprimer. Donc ça, c'est donc pas des actrices, rien du tout, c'est des gens qui sont passionnés de la marque et qui sont en plus qui sont des vendeuses, mais c'est un peu ça l'idée. Oui, donc on va dire voilà, donc ça c'est une des composantes, et il y en a un certain nombre. Donc autre sujet là qui est sorti juste à l'occasion du live show qui a eu lieu le 29 septembre, un projet qu'on appelle Nous Transparence, où en fait si vous allez en magasin et que vous scannez le code barre d'une des étiquettes, vous allez avoir sur votre mobile l'apparition d'une vidéo qui en fait montre l'usine de fabrication. Donc ça aussi, c'est un point très important. Le groupe Etam, nous sommes très engagés sur les sujets de RSE, d'écologie, de sujets sociétaux, etc. Et donc, en fait, voilà, le sujet de transparence, pour nous, c'était un point important. Vous ne pouvez pas juste le dire, vous vouliez le montrer. Exactement. Donc, en fait, aujourd'hui, on a la possibilité de voir les conditions de fabrication des produits en toute transparence. Donc ça, c'est un certain nombre d'illustrations, mais je dirais que la vraie grosse prise de différenciation qu'on prend et qu'on a commencé justement aussi après le live show, et vous le mentionnez tout à l'heure, c'est le sujet du live stream. Voilà. Live shopping. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce live shopping ? Donc, live shopping, c'est vraiment ce mix entre la possibilité
toujours sur le thème de l'humanisation du digital, ça va être des influenceuses, parce que c'est comme ça qu'on a vraiment ce porte-voix et cet amplificateur sur le digital. Donc en l'occurrence, on a choisi de travailler avec Peggy Fray, qui incarne parfaitement les valeurs de marque, la proximité, la spontanéité, voilà, une personne ultra charmante et souriante. Et donc, en fait, Peggy Fray, on a fait une vidéo en direct pendant 20 minutes après le live show où elle présentait une dizaine de modèles qui avaient défilé. Donc ça, c'était son choix. Parmi tout le défilé, elle avait choisi une dizaine de modèles. Et en fait, pendant une vingtaine de minutes, en direct, sur notre site, elle allait dire voilà, pourquoi elle aimait ces modèles, les montrer, etc. Et c'était une preuve, enfin, c'est quelque chose que je voulais vraiment qu'on teste. Et en fait, c'était une première de faire ça en France. Et on a eu... Je vous donne quelques chiffres, mais par exemple, juste pendant ces 20 minutes, on a eu 14, juste sur le site, parce que pour X raisons, on voulait le tester d'abord sur le site, on a eu 14 000 interactions, que ce soit des likes ou des questions. En direct. En direct. Sur 20 minutes, en direct. 14 000 personnes se sont exprimées en engagement concret, ils ont pris l'engagement, 14 000 personnes sur les 20 minutes. Donc ça vous dit, en taux de transformation, c'est-à-dire en fait, voilà, on a tous un taux de transformation sur le site, le nombre de personnes qui achètent, on a multiplié par 3 juste sur les 20 minutes, on a multiplié par 3 le taux de transformation et le chiffre d'affaires de ces quelques modèles, alors qu'on a des milliers de modèles, faisait pas loin de 10% du chiffre d'affaires sur les 24 heures. Donc, l'idée, c'est de se dire, en fait, les clientes, c'est une façon de ramener de la proximité, parce qu'en fait, c'est une personne, par définition, qu'elles apprécient, c'est pour ça que c'est devenu une influenceuse. C'est une personne qui a choisi des produits, et vraiment, c'est Peggy elle-même qui connaissait par cœur les produits, qui a dit pourquoi elle les aimait, etc. Et ensuite, voilà, elle a partagé avec une communauté. Et en fait, c'est vraiment dans ce principe de se dire, dans cette humanisation, il y a 2 grosses tendances. La première, c'est one-to-many, donc le live stream shopping, et puis la deuxième, c'est one-to-one. Donc le one-to-one, autre initiative qu'on est en train de mettre en place, c'est de donner un canal, donc on va mettre un numéro WhatsApp sur le site internet, avec la possibilité d'appeler en vidéo. En l'occurrence, vous tomberez sur une hôtesse de vente qui va pouvoir vous montrer le produit sans que vous ayez à vous déplacer en magasin, vous poserez les questions, etc. Donc une vraie interactivité. Mais très concrètement, c'est quoi? Donc il faut passer par une application spécifique, il faut faire du Zoom? Non, vraiment, parce que nous, on pense que le canal le plus accessible, c'est vraiment WhatsApp. Donc, du coup, on aura un numéro WhatsApp, on composera le numéro, on commencera le chat comme on commence avec un copain, puisque c'est quand même ça le principe, c'est de reprendre des choses faciles pour nos clients, de simplifier leur vie. Donc, on commencera par un chat, et puis on dira, voilà, est-ce qu'on peut passer en vidéo? Et donc, quelqu'un, en l'occurrence, dans les magasins, une hôtesse de vente, on va commencer avec le magasin d'Haussmann, sur la région de Paris, pourra présenter le produit. Si une personne lui demande, le retournerait, lui dire bah, écoutez, si vous aimez bien celui-ci, peut-être vous pourriez aimer. Donc vraiment un conseil personnalisé, mais en digital. Et une autre développement technologique qui nous permet en fait d'asseoir et d'accélérer ça, c'est on a lancé une autre initiative juste après le confinement, un Pay by SMS, c'est-à-dire en fait vous arrivez en magasin, vous n'êtes pas à l'aise ni pour faire la queue parce qu'il y a quand même le souhait de ne pas forcément rester trop longtemps dans des endroits où il y a des personnes, de nombreuses personnes. Et ça peut être anxiogène un magasin justement pour ça. Ouais. Et faire la queue d'un magasin surtout. La queue dans une, etc. Et donc en fait, maintenant vous pouvez aller en magasin, demander via un terminal, parce que un certain nombre d'hôtesses de vente ont des tablettes ou des terminaux mobiles, et constituer le panier avec elles. Elle vous envoie un lien par SMS, et vous cliquez sur ce lien, et vous achetez directement avec votre carte bancaire, vous repartez, sans faire la queue, sans passer par la caisse, etc. Donc en fait, cette modalité de Pay by SMS va être pluguée sur le WhatsApp vidéo et de façon très fluide, on pourra payer et recevoir sa commande ou aller la chercher en click and collect dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est formidable parce qu'on voit des expériences très différentes qui visent toutes le même objectif et qui ont été justement transformées
par le Covid. On a vu tout à l'heure ce qui se passe chez Franprix, avec la prise de commande, la préparation des commandes en magasin, le paiement directement dans l'application. C'est pas tout à fait la même chose, mais l'interaction qui se fait aujourd'hui, alors vous parlez du omnicanal, là on va encore plus loin parce qu'on ajoute le SMS, on ajoute WhatsApp, on ajoute la vidéo pour faire cette interaction one-to-one avec des conseillers vendeurs chez Etal. Et puis je peux imaginer que ça peut donner des idées du côté d'Yves Rocher, de se dire justement, comme c'est notre ADN, cette idée de considération client que vous avez mise en place, et bien de créer ces nouvelles relations justement avec notamment le digital. C'est de ce dont on parle en général au Hub Forum, comment se transformer son entreprise, comment accélérer sa croissance en profitant du digital. Vous venez d'en voir 3 exemples fameux. Je vous remercie énormément, Alexandre Notin, Elia Asson et Louise Elino Bleu. Merci beaucoup. Merci.